Mesdemoiselles, Messieurs, nous allons à présent nous attacher à la description et l'étude des articulations entre les deux os de l'avant-bras, le radius et l'ulna. Radius, donc, qui est en position anatomique de référence en dehors, ulna qui est en dedans, ces deux os qui appartiennent donc aux zygopodes et qui sont l'homologue du tibia et de la fibula. Nous en redirons un mot. Nous allons faire une vue de ces deux os, avec ici, tout d'abord, nous allons commencer par le radius. Radius qui va nous présenter vers le haut la tête du radius, tête radiale, qui est une portion de sphère pleine. Tête radiale, portion de sphère pleine, et qui présente à sa partie supérieure une face concave, légèrement concave, qui est la fovea ou fossette de la tête, qui va répondre au capitulum de l'humérus, donc dans l'articulation du coude que nous avons vu. Voici ici les pourtours de la tête radiale, recouverts sur 360 degrés de cartilage articulaire. Cylindre plein, articulaire au-dessus pour l'humérus, articulaire en périphérie pour l'ulna. Puis nous allons trouver les contours de l'extrémité proximale, et ce sera le col de l'ulna, qui est oblique vers le bas et le dedans. Puis nous allons trouver une courbure qui va nous amener à une direction oblique vers le bas et le dehors, et de nouveau une courbure vers le bas et le dedans. C'est ce qu'on appelle, on le redira, la courbure pronatrice. Vers le bas, le radius vient s'élargir pour former le processus styloïde du radius et que l'on sent bien sous la peau à la partie basse de l'avant-bras. Voici ici ce col du radius qui part obliquement vers le bas et le dedans, puis ceci nous mène à la tubérosité du radius ou tubérosité radiale qui est une zone irrégulière orientée vers le dedans et située plutôt vers l'arrière du bord médial, sur lequel s'insère, nous le verrons, le tendon du biceps brachial, et voici ici la diaphyse radiale jusqu'à l'élargissement inférieur du processus styloïde du radius. Le processus styloïde du radius donc descend plus bas latéralement et nous allons trouver à sa partie inférieure une surface carpienne qui regarde légèrement vers l'avant, que nous reverrons avec l'articulation radiocarpienne et l'articulation du poignet, surface carpienne. Et nous trouvons sur le côté une surface qui est une portion de cylindre creux que nous voyons ici en enfilade, qu'on appelle l'incisure ulnaire du radius. Nous la reverrons en coupe. Et voici donc ce radius avec cette orientation très particulière, c'est-à-dire que nous trouvons un axe qui est d'abord oblique vers le bas et le dedans pour le col, puis oblique vers le bas et le dehors à peu près jusqu'à mi-hauteur de l'os, et à nouveau oblique vers le bas et le dedans, avec ici la tête schématiquement vers le haut, portion de cylindre plein. Vers le bas, ce sera une portion de cylindre creux. La région ici entre le point A et le point B est appelée la courbure pronatrice. Nous reverrons pourquoi. Courbure pronatrice, c'est-à-dire sous le col. C'est une courbure qui est concave vers le dedans. Ici donc, le radius en vue antérieure. Radius en vue antérieure. Et nous avons donc ici ce qui est vers le dehors, latéral, et le haut. Et c'est ici un radius droit. En France, on a tendance à représenter toujours la moitié droite du corps et donc les éléments du membre supérieur ou inférieur droit. Nous allons trouver à présent l'ulna et à la face latérale de l'ulna, nous représentons volontairement les deux os écartés ici. À la face latérale de l'ulna, nous allons trouver une portion de cylindre
creux, comme nous le redirons, portion de cylindre creux qui est l'incisure radiale de l'ulna. Puis au-dessus, nous allons trouver les éléments qui appartiennent à l'articulation du coude, c'est-à-dire que vers l'avant, nous allons trouver un bec osseux horizontal qui est le processus coronoïde. Puis nous allons trouver un élément qui est vertical et postérieur, qui vient former l'olécrâne, olécrâne qui, à sa face antérieure, porte la cavité articulaire, la cavité sigmoïde, portion de poulie pleine qui répond à la poulie creuse de l'ulna. Voici ici cette région avec les deux berges de cette poulie pleine qui vient se prolonger vers l'avant sur le processus donc coronoïde. Voici ici les contours de cette surface portée par l'olécrâne, portion verticale de la cavité sigmoïde et ensuite la portion horizontale portée par le processus coronoïde. À la partie antérieure du processus coronoïde, juste en dessous, on trouve ici une zone irrégulière d'insertion qui est la tubérosité ulnaire et qui va correspondre notamment à l'insertion terminale du muscle brachial. Puis nous allons trouver là le bord latéral de l'ulna et le bord médial de l'ulna qui va nous mener à la tête de l'ulna. Tête de l'ulna qui va être une portion de sphère, pardon, une portion de cylindre plein, ici qui prend un aspect renflé, tête de l'ulna, avec une surface latérale qui répondra au radius et une surface inférieure qui répondra au disque articulaire radiocarpien comme nous le reverrons. Il s'agit là d'une portion de cylindre plein avec vers le bas la prolongation vers la surface carpienne. Radius et ulna. Ulna droit, en vue antérieure. Nous allons voir ces éléments sur trois coupes. Nous allons faire trois coupes horizontales ou axiales. Une coupe qui va passer ici par l'articulation radio-ulnaire proximale, coupe A. Nous ferons une coupe B qui va passer à mi-hauteur, c'est-à-dire au milieu des diaphyses du radius et de l'ulna. Et nous ferons enfin une coupe C qui passera par l'articulation radio-ulnaire proximale. Donc, nous l'avons dit, ce sont des portions de cylindre plein, portions de cylindre creux. Nous allons commencer par la coupe supérieure, la coupe A, où nous allons voir la tête du radius, qui est une portion donc de cylindre plein, que je représente ici, et qui est entourée sur tout son pourtour par du cartilage articulaire, cartilage hyalin. Je reviendrai sur quelques éléments de forme tout à l'heure. C'est ici, en première approximation, une portion de cylindre plein. C'est une coupe axiale, donc avec une orientation conventionnelle. Les pieds sont vers vous, la tête est derrière le tableau. Et nous sommes dans l'épiphyse proximale du radius, avec donc à l'intérieur du tissu spongieux, ici, qui remplit donc la tête du radius. En regard, nous allons trouver la partie qu'on a appelée incisure radiale de l'ulna, qui est une portion de cylindre creux. Comme toujours, nous écartons beaucoup les surfaces pour pouvoir voir l'interligne articulaire. Il est évident qu'en pratique, ce sont des éléments qui sont en contact. Et nous trouvons là les pourtours de l'ulna, avec vers l'arrière la région basse de l'olécrâne, puis la partie médiale de l'ulna, vers l'avant la région du processus coronoïde. Nous sommes là dans l'ulna, de même avec du tissu osseux spongieux de l'épiphyse proximale de l'ulna.
Nous sommes donc là, dans cette coupe A, dans l'articulation radio-ulnaire proximale. Puis nous allons faire une coupe B qui sera une coupe standard des os qui va nous permettre de voir que les diaphyses ont une section triangulaire avec un bord interosseux qui est aigu. Voici ici la coupe du radius, ici la coupe de l'ulna. Et nous trouvons à ce niveau un canal centromédulaire ou canal diaphysaire qui permet éventuellement de faire de l'embrochage ou de mettre donc un système d'ostéosynthèse. C'est ici de l'os cortical et au centre le canal centromédulaire avec de la moelle osseuse. Radius en dehors, ulna en dedans. C'est ici la coupe B. Et ce sont des coupes qui sont toutes orientées de la même façon, c'est-à-dire que nous avons ce qui est latéral à gauche et ce qui est en avant en haut. Les pieds ou la main sont vers vous, la tête ou l'épaule sont derrière le tableau. Puis nous arrivons à la partie inférieure, on va mettre ici un tout petit peu plus d'épaisseur de cartilage hyalin sur cette vue, puis nous arrivons à l'extrémité inférieure, c'est-à-dire à l'articulation radio-ulnaire distale. Ici, les éléments vont être inversés. Nous allons trouver le radius qui est fortement renflé à ce niveau, qui prend une forme quadrangulaire avec la partie latérale palpable sous la peau du processus styloïde, une face antérieure légèrement concave, une face postérieure légèrement irrégulière par le passage de tendons extenseurs, et à la face médiale du radius, nous trouvons une portion de cylindre creux, ici portée à la face médiale du radius avec du cartilage articulaire. Nous sommes là dans l'épiphyse distale du radius. C'est une des fractures les plus fréquentes du corps humain, la fracture de poutre-au-col. Nous en reparlerons avec le poignet. Nous sommes là donc dans l'extrémité distale du radius. C'est le processus styloïde du radius, qui est donc ce massif quadrangulaire extrêmement épais, palpable sous la peau. Ici, donc, le radius. En regard, nous allons trouver la tête du radius. C'est-à-dire qu'il y a un aspect inversé. Les deux os sont en quelque sorte tête bêche. La tête du radius est en haut, est supérieure, est proximale, alors que la tête de l'ulna est inférieure et distale. Donc ici, de la même manière, très écartée, nous allons trouver la portion de cylindre plein de la tête ulnaire. Ce n'est plus un cylindre complet comme nous l'avons vu pour la tête du radius. Voilà ici cette portion de cylindre plein de la tête de l'ulna. Puis c'est la poursuite de la tête de l'ulna, toujours un petit peu s'inscrivant dans une sphère, et latéralement, nous trouvons le processus styloïde de l'ulna. Nous sommes ici sur l'ulna. Donc, cette tête de l'ulna est renflée, et notamment lorsque l'on fait de la pronation, lorsqu'on met la paume vers le bas, on voit la saillie ici de la tête de l'ulna. Très souvent, quand vous demandez aux gens cette saillie, on vous dit que c'est le processus styloïde de l'ulna. Non, c'est la tête de l'ulna. Il suffit de regarder, ça fait quasiment la moitié de la largeur du poignet. C'est la tête de l'ulna. Le processus styloïde de l'ulna, lui, est tout petit et millimétrique et quasiment non palpable et se perd notamment dans les ligaments de l'articulation du poignet, ligaments radiocarpiens médiaux.
Le processus styloïde du radius, c'est un gros massif quadrangulaire. Le processus styloïde de l'ulna, c'est millimétrique, vertical vers le bas. Et ce qu'on sent et qu'on voit, c'est la tête de l'ulna, contrairement à ce que, encore une fois, beaucoup de gens disent ou écrivent. Il suffit de regarder pour s'en convaincre. Voici ici donc la coupe qui est à mi-hauteur. Donc ici, c'est une coupe diaphysaire. Coupe diaphysaire. Et enfin, la coupe C vers le bas, c'est la coupe de l'articulation radio-ulnaire distale. Articulation radio-ulnaire distale. Alors, voici pour les surfaces articulaires. Et nous allons maintenant voir les moyens de contention. Il s'agit d'articulation synoviale et nous allons trouver des ligaments qui viennent renforcer les éléments, radio-ulnaire ici distal, et en particulier un ligament qu'on appelle le ligament annulaire du radius. Ce ligament annulaire du radius, nous allons le voir sur la coupe ici que nous avons faite. C'est un ligament qui forme un anneau fibreux autour de la tête du radius. Voici ici cet anneau fibreux, là aussi que je mets à distance de la tête pour qu'on puisse voir l'interligne articulaire. En pratique, c'est bien sûr en contact. Voici ici ce ligament annulaire du radius qui s'insère sur le bord antérieur de l'incisure radiale de l'ulna, d'une part, qui vient cravater la tête du radius et s'insère d'autre part sur le bord postérieur de l'incisure radiale de l'ulna. Voici ce ligament annulaire du radius, qui est particulier puisque c'est à la fois un moyen de contention, mais aussi une surface articulaire. Par sa face interne, c'est une surface articulaire qui vient ici compléter l'incisure radiale de l'ulna. Et nous trouvons effectivement dans cette disposition qui est fibreuse, sur la face interne, des cellules de type cartilagineux, des cellules chondroïdes, qui montrent qu'il s'agit bien là d'une adaptation et un ligament qui est devenu ici surface articulaire. L'intérêt de ce ligament est qu'effectivement il peut se déformer, et j'en redirai un mot tout à l'heure. Nous pouvons voir cela sur une vue des deux os de l'avant-bras, qui sera une petite vue là, en petite taille, des deux os réunis par les ligaments. Voici ici la tête du radius, voici ici le col, le bord médial, l'extrémité distale avec donc le processus styloïde du radius. Nous trouvons en dehors l'ulna, processus coronoïde, le bord latéral ou interosseux, la tête de l'ulna, le bord médial de l'ulna, le petit processus styloïde vers le bas. Nous reverrons par la suite que la tête descend moins bas que le radius, la tête de l'ulna descend moins bas que le radius, et nous reverrons cela plus en détail avec les articulations du poignet. Nous pouvons mettre ici vers le haut donc l'olécrâne qui s'élève ici et qui appartient à l'articulation du coude par la surface qu'il porte. Sur cette vue où nous avons maintenant les ligaments, nous pouvons représenter le ligament annulaire par sa partie antérieure qui vient cravater ici la tête du radius, ligament annulaire. Et ceci viendra être inclus dans l'articulation du coude, car en effet, cette interligne radio-ulnaire proximale va communiquer avec l'interligne de l'articulation du coude, comme nous l'avions vu. Et donc, sur cette vue, nous aurions la capsule du coude qui viendrait ici se placer sur les côtés, adhérente au ligament annulaire, puis ici, cette capsule de l'articulation du coude à proximité du processus coronoïde, et ici la capsule donc, de l'articulation du coude. C'est un complexe commun
articulation du coude, compartiment radio-huméral ou huméro-radial, compartiment huméro-ulnaire, et d'autre part, l'articulation radio-ulnaire proximale. On peut ici, comme on a ouvert l'articulation, montrer la cavité sigmoïde, ici, poulie pleine, qui vient le cartilage tapisser la face antérieure de l'olécrâne. Nous allons maintenant trouver sur la partie inférieure une capsule articulaire qui s'insère à proximité des surfaces articulaires sur le radius, et capsule articulaire qui vient englober ici la région de la tête ulnaire. Capsule ici qui viendra entrer dans le compartiment suivant, qui est l'articulation radiocarpienne que nous verrons avec le poignet. Articulation radiocarpienne en dessous. Donc, c'est un ensemble qu'il faudra replacer dans son contexte. Le coude au-dessus et le poignet, articulation radiocarpienne en dessous. Vers le bas, nous allons trouver ici un petit ligament radio-ulnaire antérieur et postérieur qui viennent renforcer les éléments. C'est ce que nous pouvons placer ici, cette capsule articulaire qui vient entourer la tête de l'ulna et qui s'insère de façon serrée à proximité du cartilage de l'incisure ulnaire du radius. Voici ici la capsule de l'articulation radio-ulnaire distale. Ici, la capsule existe, mais en fait, elle se confond avec le ligament annulaire. Donc on pourrait mettre tout à fait symboliquement ici une couche plus foncée, mais les tissus osseux ont toujours tendance à fusionner. Donc là, on ne voit plus vraiment la capsule. C'est le ligament annulaire qui fait office de tissu fibreux et de maintien. Nous allons trouver des moyens de glissement. C'est membrane synoviale qui sera commune avec l'articulation du coude en haut, et la membrane synoviale, je vous rappelle, ne tapisse jamais ni le cartilage ni les fibrocartilages, ce qui fait qu'ici, il n'y a pas de membrane synoviale. En revanche, on peut mettre par ces petites croix rouges l'interligne articulaire qui est remplie de liquide synovial, liquide à la fois nutritif et de lubrification. Je vous le redis, cette fente articulaire ici, radio-ulnaire proximale, communique avec la fente articulaire du coude, et je vous redis, c'est ici extrêmement espacé. En pratique, c'est un espace extrêmement fin et les surfaces sont en contact. Sur la partie basse, articulation radio-ulnaire distale, nous allons trouver la disposition classique, c'est-à-dire la synoviale qui vient tapisser, que je mets en rouge puisque très vascularisée, qui vient tapisser la face profonde de la capsule. C'est cette synoviale richement vascularisée qui vient en quelque sorte sécréter le liquide synovial et peut également se trouver inflammée et donc à l'origine aussi de l'arthrose quand elle envahit le cartilage. Et nous trouvons là l'interligne articulaire radio-ulnaire distale, également très écartée, en pratique c'est en contact, avec du liquide synovial qui remplit les éléments. Nous allons trouver ensuite un ligament à distance qui est la membrane interosseuse. Et il y a là bien sûr une homologie avec ce qu'il y a au niveau du membre inférieur. Cette membrane interosseuse est relativement fine et tendue entre les deux bords interosseux des os. Et il y a des fibres obliques vers le bas et le dehors, certaines fibres qui sont obliques vers le haut et le dedans, laissant vers le haut un interstice pour le passage d'éléments vasculo-nerveux comme au niveau du membre inférieur. Je n'entre pas sur l'architecture complexe, tridimensionnelle des fibres de cette membrane interosseuse, qui est la membrane interosseuse radio-ulnaire ou membrane osseuse antébrachale, l'avant-bras. À la partie supérieure de cette membrane interosseuse, il existe un renforcement fibreux qu'on appelle la corde oblique, qui est un renforcement fibreux qui est oblique vers le bas et le dehors, corde oblique qui vient renforcer donc la membrane interosseuse. Cette membrane interosseuse, vous le voyez, vient bien sûr solidariser
les deux os, mais cette membrane interosseuse aura aussi l'intérêt de pouvoir servir de surface d'insertion musculaire, augmentant les surfaces finalement relativement réduites au niveau des os, et c'est donc là la notion de septum qui sépare des loges musculaires, mais qui aussi peut servir d'insertion aux muscles. Voici ici, sur cette coupe axiale, eh bien, la membrane interosseuse antébrachale tendue entre le bord interosseux du radius et le bord interosseux de l'ulna. Voici globalement pour ces éléments descriptifs, et nous allons maintenant évoquer un certain nombre d'éléments fonctionnels. Je vous rappelle, vers le haut, ce sera l'articulation du coude, et c'est le condyle huméral, capitulum, trochlée, fovea du radius, incisure trochléaire de l'ulna, cavité sigmoïde, incisure trochléaire, et c'est la trochlée, c'est-à-dire la ginglyme, qui est un facteur limitant, et c'est uniquement flexion et extension. L'extension, par définition, est à 180 degrés. Chez certaines personnes, vous pouvez avoir un léger récurvatum, notamment chez les femmes, et c'est bien la butée osseuse de l'olécrâne, comme on l'a vu, qui permet de ne pas faire plus d'extension. En flexion, on a dit, on distingue passif-actif, on est à peu près à 145 degrés. Vers le bas, au niveau radiocarpien, que nous reverrons, articulation donc du poignet et de la main, eh bien, ce sera là une articulation ellipsoïde où on aura 2 degrés de liberté, flexion-extension, abduction-adduction. Donc 2 degrés de liberté uniquement au niveau du poignet, et il faut un 3e degré de liberté pour les mouvements de la main qui est la rotation. Eh bien, la rotation se fait dans ce complexe articulaire radio-ulnaire. Pronation-supination. En position anatomique de référence, eh bien, nous sommes debout, le regard porté à l'horizon, avec les paumes en avant. C'est une position du garde à vous modifiée. Dans le garde à vous, on aurait le pouce en général vers l'avant, et là, on amène les paumes vers l'avant. Dans cette position, c'est celle que nous avons dessinée, eh bien, les 2 os sont parallèles. Ce sont des articulations trochoïdes. Je vous rappelle, trochoïde, par définition, c'est cylindre plein dans cylindre creux. Et donc, on va avoir des mouvements de rotation ici qui vont se faire au niveau de la tête du radius, et ces mouvements de rotation, étant donné la forme en zigzag, on a parfois comparé ça à une manivelle, la forme en zigzag du radius va amener la rotation axiale de la tête, va amener le radius à croiser l'ulna par l'avant. Il suffit de vous en convaincre sur vous-même. Donc, si vous posez ici le bras, eh bien, vous avez l'ulna en dedans, le radius en dehors, et nous sommes là en supination, paume vers le haut, position neutre, pronation, paume vers le bas. Et vous verrez qu'en haut, eh bien, l'ulna est toujours en dedans, puisque l'humérus n'a pas changé. Le radius, lui, est toujours en dehors, parce que maintenu sur l'humérus. En revanche, eh bien, le radius est venu croiser en avant l'ulna, ce qui amène ce mouvement qui apparaît comme une rotation de la main, pronation, supination, par ce croisement des os de l'avant-bras qui est lié à cette double articulation en cylindre, cylindre plein de la tête radiale en haut, cylindre creux de l'ulna en haut, cylindre creux du radius en bas, cylindre plein de la tête de l'ulna, ou portion de cylindre plein en bas. Alors, il y a donc 2 positions que nous allons symboliser ici. On va prendre 2 couleurs pour les 2 os, pour les distinguer. On va prendre ici le radius, donc en position de supination, qui est la position donc, anatomique de référence, paume vers l'avant. Les 2 os sont parallèles, et nous avons un cylindre plein en haut, donc par définition trochoïde. Nous avons ici, on va présenter les os droits, même si ce n'est pas tout à fait logique, mais c'est plus facile à représenter. Et en bas, sur le radius, nous avons une portion de cylindre creux. Nous sommes ici sur le radius. Et en dedans, nous aurons l'ulna avec une portion de cylindre creux en proximal, incisure radiale de l'ulna, et une portion de cylindre plein vers le bas. Donc 2 trochoïdes, radio-ulnaire proximal, radio-ulnaire distal, trochoïde, on peut écrire ça ici, articulation trochoïde, donc une des variétés de
d'articulation synoviale. Trochoïde, cylindre plein, cylindre creux. Ici, nous sommes dans la position de supination, paume vers le haut quand le coude est fléchi, paume vers l'avant en extension. Nous sommes là donc en supination. En pronation, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, en pronation, nous avons une rotation autour de l'axe, ici, de la tête, du cylindre, du radius. Rotation. En haut, ça ne bouge pas. Le radius reste obligatoirement latéral et l'ulna en dedans, puisque fixé sur l'humérus. Et donc, cette rotation vers le haut va amener le croisement par l'avant, où nous allons retrouver ici, en position de supination, l'ulna, qui n'aura pas bougé en première approximation. En pratique, il y a des légères modifications d'axe au niveau de l'ulna également. L'ulna, ici, et en haut, la tête radiale, donc qui reste en dehors, puisque bloquée sur le capitulum de l'humérus. Mais ici, nous aurons le croisement par l'avant, avec donc la portion de cylindre creux qui se retrouve ici en dedans. Nous sommes là dans la position de pronation. Donc, ces deux mouvements fonctionnent ensemble. Pronation, supination, on dit parfois la pronosupination, et que l'on peut donc bien voir sur soi coude fléchi. Il faut effectivement l'explorer coude fléchi. Pourquoi? Parce que sinon, le mouvement de rotation va être combiné avec le mouvement de rotation au niveau de l'épaule, au niveau de la scapulo-humérale. Si vous êtes en flexion du coude, vous éliminez la rotation de l'épaule, ou en tout cas si vous en faites, c'est rotation latérale, la main part vers le dehors, rotation médiale, la main part vers le dedans, et même derrière le dos. Pour la pronation-supination, coude fléchi, eh bien, supination, on soutient, on porte un plateau. La supination, c'est la paume vers le haut, le pouce vers le dehors. Vous voyez qu'on est à peu près à 90 degrés. La position neutre, c'est le pouce vers le haut, 0 degré. Et la pronation, c'est la paume vers le bas, le pouce vers le dedans. On n'est pas tout à fait à 90 degrés, on est à peu près à 85 degrés. Ce qui fait que globalement, nous avons un mouvement d'environ 180 degrés dans cette pronation-supination. C'est un mouvement qui est extrêmement important fonctionnellement pour toute une série de choses. D'une part, la pronation, c'est d'aller prendre un objet. Je suis debout et je veux aller prendre une craie. Je me mets en pronation, pronation, prendre. Donc c'est bien sûr un mouvement très utile, la pronation, pour la main. Et d'autre part, dans la vie de tous les jours, par exemple, c'est le simple fait d'ouvrir une serrure. Quelqu'un qui a un problème de pronation ou une pronation-supination douloureuse, c'est un mouvement qu'on fait très souvent, on ne s'en rend pas toujours compte, ce mouvement de vissage ou de serrure, c'est la pronation-supination et qui est donc très importante. Quelques petits points de détail encore sur ces éléments. Eh bien, lorsqu'on a des fractures des os de l'avant-bras, il est très important de remettre les éléments en position anatomique, car l'ensemble fonctionne au millimètre près pour que le radius vienne s'enrouler autour de l'ulna. Ceci est possible grâce à ces orientations croisées, à ces différents coudes et à cette courbure pronatrice. La courbure pronatrice, qui a un sommet ici latéral, permet au radius de s'enrouler. Sinon, on buterait. Si vous aviez quelque chose de totalement droit, vous butez os contre os. Donc, dans une fracture, si on ne remet pas les éléments parfaitement en place, vous allez avoir une consolidation, mais vous aurez un blocage dans la pronation parce que les os vont se toucher. Donc, premier élément très important, de respecter ces angulations anatomiques. Le deuxième petit point que je voudrais évoquer, c'est qu'en fait, la tête radiale n'est pas parfaitement cylindrique, et si on regarde la section, la tête radiale est en fait elliptique. On va exagérer peut-être un tout petit peu ici, mais globalement elliptique, et on dit classiquement 28 mm x 24 mm. Donc le fait que cette tête soit elliptique, mais avec de grandes variabilités individuelles, fait que, en position de supination, le grand axe est quasiment antéro-postérieur,
Alors qu'en pronation, on amène le grand as de manière transversale, ce qui revient à écarter le radius de l'ulna et donc va contribuer aussi à cet enroulement sans buter dans la pronation-supination. Et là aussi, pour reprendre, il n'y a pas de rotation au niveau du poignet, il n'y a pas de rotation de la main proprement dite. Pour vous en convaincre, vous bloquez en supination, vous bloquez vos deux os de l'avant-bras parallèles, et là, vous voyez que vous ne pouvez pas faire de rotation. Vous pouvez faire abduction, adduction de la main, flexion, extension, mais pas de rotation. La rotation est bien entre les deux os de l'avant-bras. Alors primitivement, cette disposition se retrouve chez les vertébrés, chez les tétrapodes, et pour le membre supérieur et pour le membre inférieur, mais c'est une particularité à partir des reptiles, oiseaux et mammifères, qu'il y ait deux points. Le premier, c'est qu'au niveau de la jambe, je vous rappelle que si ici nous avons le tibia qui va être le seul à s'articuler avec le fémur, tibia, malléole médial, eh bien, nous trouvons une fibula qui est exclue de l'articulation du genou, malléole latérale vers le bas, ici la fibula. Et donc, au niveau du genou, tibia, fibula, initialement, nous avions dans la jambe une possibilité de pronation-supination. Ça existe encore chez certains mammifères arboricoles. Donc, pronation-supination qui est ensuite perdue par stabilité. Il n'y a plus que l'articulation fémoro-tibiale. L'articulation fémoro-fibulaire n'existe plus, la fibula n'est plus dans l'articulation du genou, et d'autre part, il n'y a plus de possibilité de pronation-supination au niveau de la jambe. Ceci sera compensé au niveau d'articulation intrinsèque du pied, notamment de la subtalaire. Nous retrouvons bien sûr ici une membrane interosseuse entre les deux os, c'est la membrane interosseuse de la jambe ou interosseuse crurale. Voici pour ces éléments donc, très particuliers du membre supérieur qui viennent complexifier les choses par rapport au membre inférieur. Et ce mouvement fondamental de pronation-supination, ces deux trochoïdes, de la radio ulnaire proximale et de la radio ulnaire distale. Je vous remercie pour votre attention.